Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est la fable 19 du livre 8 des Fables de La Fontaine. Il s'agit d'un extrait du second recueil, donc dédié à Madame de Montespan, dans lequel La Fontaine va revendiquer les sources de son inspiration. Après le premier recueil dédié au dauphin et ayant pour vocation à former un roi bon, si ce n'est meilleur, La Fontaine va prodiguer par le biais de ses fables des leçons de morale à l'ensemble de la cour, notamment à Madame de Montespan à qui il dédie ce second recueil. Ici, nous avons une fable assez traditionnelle dans laquelle nous allons avoir un récit plaisant qui a pour but d'illustrer une morale, cette morale étant explicitée sous la forme d'une moralité, à la fin, laissez dire les sots, le savoir à son prix. Et il s'agira ici, pour La Fontaine, d'illustrer par une histoire cette moralité. Il s'agit donc d'une histoire dans laquelle il va poser une critique du savoir, mais une critique qui se retournera contre son émetteur. Je passe ainsi à la lecture du texte. L'avantage de la science. Entre deux bourgeois d'une ville, s'émut jadis un différend. L'un était pauvre mais habile, l'autre riche mais ignorant. Celui-ci sur son concurrent voulait emporter l'avantage, prétendait que tout homme sage était tenu de l'honorer. C'était tout homme sot, car pourquoi révérer des biens dépourvus de mérite ? La raison m'en semble petite. Si ce n'est pas clairement revendiqué, cette fable est inspirée d'une fable qui préexistait à La Fontaine, Abstémius. Il s'agit d'une fable intitulée « Le riche ignare et le pauvre savant ». Et ce principe de réécriture, d'inspiration d'auteurs préexistants, est un principe assez commun chez La Fontaine, puisque celui-ci s'inscrit dans la querelle des anciens et des modernes, explicitement comme ancien, c'est-à-dire comme s'inspirant de textes qui lui préexistent. Mais de ce fait, la lecture de la fable nécessite, de la part du récepteur, un certain savoir, une certaine culture. Et la fable qui fait la critique du savoir s'inverserait donc et aurait, dans sa forme du moins, plutôt une valeur d'apologie de la connaissance. En cela, nous pouvons nous poser la question suivante. Comment s'opère le renversement de la critique du savoir ? Pour répondre à cette question, je diviserai mon texte en 5 mouvements. La situation initiale de l'histoire tout d'abord, du vers 1 à 8, puis un commentaire du fabuliste, vers 9 à 11. Ensuite, nous aurons, dans un troisième mouvement, le discours de l'homme riche contre le savoir, du vers 12 au vers 28. En quatrième mouvement, nous aurons l'inversion des deux situations suite à la guerre, et la situation finale, vers 29 à 38. Et enfin, nous aurons la leçon, la moralité du fabuliste, dans le dernier vers. Je commence ainsi le commentaire. La situation initiale est plantée immédiatement avec l'identification des personnages, deux bourgeois, du cadre spatio-temporel, la ville d'une part, jadis d'autre part. Nous avons aussi la mise en place immédiatement de l'élément perturbateur. C'est mu un différend. Il y a donc une querelle entre ces deux personnages. Et au niveau formel, peut-être l'intérêt sera de voir que le différend est ici le sujet grammatical de la phrase, comme il est le sujet général de cette histoire. De cette position de sujet va découler un usage pronominal du verbe émouvoir qui rendrait les deux personnages finalement relativement passifs dans l'histoire qui est contée, qu'ils servent finalement non pas leur action mais l'action du fabuliste qui est justement d'illustrer sa moralité. Nous avons ensuite, vers 3 et 4, une description extrêmement succincte des deux personnages, avec un effet de parallélisme l'un l'autre, redoublé par la structure grammaticale, adjectif, conjonction de coordination à valeur adversative, nouvel adjectif, et ce système d'adjectifs s'opposent les uns et les autres. Pauvre est l'inverse de riche, habile est inverse d'ignorant. Ainsi, nous avons deux personnages qui sont radicalement opposés l'un à l'autre et qui sont du coup présentés dans deux vers différents. Simplement, on peut sans doute noter que dans le deuxième vers, qui présente le personnage riche mais ignorant, l'absence de verbe, comme si l'écriture du vers matérialisait déjà l'absence de structure logique caractéristique de ce personnage, puisque c'est le verbe en français qui porte la relation logique majoritaire de la phrase. Une fois cette situation spatio-temporelle et ces personnages présentés, c'est au tour du différent sujet de la fable
d'être défini. L'origine du différend vient donc de celui-ci, à savoir le bourgeois riche mais ignorant, qui va s'opposer à son concurrent, à savoir le pauvre savant, parce qu'il désire lui être supérieur. Il voulait emporter l'avantage. Dans la redisposition des personnages, on remarque une figure de chiasme qui va mettre au centre le personnage riche et rejeter à l'extérieur du chiasme le personnage pauvre, de la même manière que le personnage riche rejette précisément le personnage pauvre. Donc on a toujours cette adéquation entre le fond et la forme qui va être caractéristique de cette écriture savante que propose La Fontaine. On retrouve toujours ce système de parallélisme. Il voulait emporter l'avantage, il prétendait que tout homme sage était tenu de l'honorer. Nous avons ici la définition du différend à travers un discours rapporté du personnage riche que l'on reconnaît avec le verbe introducteur de parole, prétendre, suivi d'une proposition subordonnée conjonctive complétive, dans laquelle tient tout entière le discours du riche ignorant. L'intérêt d'avoir ce discours, c'est précisément la position passive que le riche fait tenir au sage, à travers du coup cette voix passive, être tenu de, qui va rabaisser grammaticalement le deuxième personnage qu'il veut lui-même rabaisser socialement. On peut noter à ce propos la platitude de l'objectif et de la stratégie du personnage riche qui va être modélisée par la platitude des rimes. Et c'est ainsi que je passe à ma deuxième partie. Nous avons ici un commentaire du fabuliste que l'on va repérer grâce à la reprise en parallélisme, mais toujours avec une variation, de l'expression du personnage riche. Le fabuliste rectifie, ce sont tous les hommes sots qui sont tenus de l'honorer, et ce jugement du fabuliste, qui du coup prend le contre-pied directement du discours rapporté de l'homme riche, va être explicité par la suite grâce à la conjonction de coordination à valeur causale, car, et la question directe qui suit, pourquoi révérer des biens dépourvus de mérite. Ce passage du discours rapporté au discours direct est bien la marque du commentaire du fabuliste. Ici, c'est bien le fabuliste qui prend la parole pour commenter directement sa propre histoire et surtout la mettre en doute. Cette mise en doute repose justement sur un paradoxe, celui d'une révérence ou d'une déférence ou d'un honneur, pour reprendre le terme du vers précédent, qui serait décorrélé du mérite, pour être corrélé, à l'inverse, au bien matériel. C'est ce qui sera développé par la suite. À cette question partielle, le fabuliste répond immédiatement « La raison m'en semble bien petite », constituant du coup l'interrogation qui précédait en interrogation rhétorique, puisque la réponse devient évidente maintenant qu'elle est dite. Là encore, cette réponse repose du côté du fabuliste sur la raison. Et celui-ci, du coup, se place donc de manière immédiate du côté du bourgeois habile, du savant. Ce qui était déjà visible dans l'écriture même qui est savante, va s'expliciter ici avec la définition de sa position, qui est une position raisonnable. Position raisonnable qui va se redoubler par l'usage du verbe sembler, qui le place dans une position relativiste. Il est prêt à entendre l'inverse, mais en tout cas, il est toujours prêt à émettre des réserves. La présence de la première personne, à travers le pronom COD, M', vient bien confirmer qu'il s'agit là d'une prise de parole du fabuliste lui-même et non pas des personnages. Je passe ainsi à ma troisième partie dans laquelle nous allons avoir accès au discours direct, cette fois-ci, de l'homme riche. Donc le discours direct est visible évidemment grâce aux guillemets, mais aussi grâce aux ponctuations interrogatives et exclamatives qui vont parsemer son discours. Premier élément, du coup, ce personnage riche va définir son auditeur. Il en parle comme son ami, mais le rejet de l'identification au vers suivant, avec un vers extrêmement court, signale bien le mépris et le rejet qu'il fait du savant. On retrouve la critique du savoir qui serait assimilée à de la croyance à travers le verbe, un verbe qui est d'autant plus péjoratif qu'il est ici utilisé de manière réfléchie, et on voit la base de la discorde à travers l'adjectif considérable, puisque celui-ci est un adjectif verbal qui vient du verbe considérer. Ce qui est reproché au savant, c'est précisément ce que le riche lui-même désire. Il désire être considéré et reproche au savant de croire qu'il l'est. Cette opposition larvée va se manifester explicitement à travers l'usage de la conjonction de coordination à valeur adversative
mais, et le parallélisme à travers les impératifs, dites-moi, tenez-vous. Ainsi, il va s'agir pour le riche de mettre en balance des faits et des gestes qui les opposent et qui seraient des preuves de sa propre supériorité. Le premier élément repose donc sur cette expression « tenez-vous table », c'est-à-dire « pouvez-vous fournir quotidiennement plusieurs couverts », c'est-à-dire « pouvez-vous inviter des gens, peut-être même des inconnus, chez vous sur une base quotidienne ». À cette question totale succède une question partielle, que sert à vos pareils de lire incessamment, question partielle qui va, là encore, opposer le riche et les savants, cette fois-ci au pluriel, avec l'expression « vos pareils », tout en critiquant le savoir, qui est contenu dans le sème du verbe « lire », renforcé par l'adverbe « incessamment », dont l'utilité est discutée. Que sert ? Ces deux questions, une première totale et une deuxième partielle, vont là encore, à leur tour, se résoudre en des questions rhétoriques, puisque la réponse va immédiatement suivre. Il, là encore, on retrouve un rejet, ou en tout cas une distinction de la part du riche par rapport au savant, et tout un tas de preuves de l'inutilité du savoir. Première preuve, ils sont toujours, avec l'adverbe de temps intensif, logés à la troisième chambre, c'est-à-dire au troisième étage, c'est-à-dire dans les mansardes, là où sont logés normalement les gens de basse extraction, puisqu'ils doivent monter les étages. Ils sont vêtus au mois de juin comme au mois de décembre, à travers l'usage de l'adverbe de comparaison et à travers le parallélisme de construction, on se rend compte qu'ils ont toujours les mêmes vêtements, quel que soit le mois et du coup quel que soit le temps. Troisième argument, ils ont pour tout laquais leur ombre seulement, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun laquais. Donc à travers ces trois arguments, on se rend compte que ces gens, vos pareils, en d'autres termes les savants, sont pauvres. C'est l'argument majeur. Argument majeur qui du coup sert le riche, puisque lui-même n'est pas pauvre. Cet argument va se redoubler d'un effet social. La République a bien affaire de gens qui ne dépensent rien. Ce n'est pas seulement un problème pour eux, mais c'est un problème pour la société. La res publica, c'est la chose publique. Donc le problème pour la société, c'est précisément qu'ils ne génèrent aucune richesse, puisqu'ils ne peuvent rien dépenser, puisqu'ils sont pauvres. Ici, l'homme riche manifeste son mécontentement à travers sa généralisation d'une part, mais aussi à travers la ponctuation exclamative d'autre part. À partir de ce mécontentement, il va exprimer son avis personnel, un avis qui est tranché, puisqu'il repose sur une négation exceptive. Je ne sais d'homme nécessaire que celui dont le luxe épand beaucoup de biens. Il se place du coup en opposition au savant, puisque par sa richesse, il devient utile à la République et du coup nécessaire. Par répercussion, le savant devient accessoire, non nécessaire, et par répercussion encore, le savoir lui-même n'est pas nécessaire, puisque le critère d'importance sera le luxe. De la même manière qu'il opérait une généralisation par rapport aux savants, il va opérer la même généralisation pour les riches, puisque l'on passe de la première personne du singulier vers 22 à la première personne du pluriel vers 24. Nous en usons. On retrouve toujours la modalité exclamative, Dieu sait, et la justification de son argument, à savoir que le luxe et la richesse ont une utilité sociale et politique. Notre plaisir, le luxe donc, occupe l'artisan, le vendeur, celui qui fait la jupe et celle qui la porte. À travers le contre-rejet, le riche va manifester la partie du monde à laquelle il appartient, tout en rejetant l'autre partie, la partie qui le fait vivre et la partie qu'il fait vivre. L'énumération est intéressante puisqu'on a plusieurs stades de création d'objets, en l'occurrence d'une jupe. L'artisan, le vendeur, d'une part. Celui qui fait la jupe, du coup, on attendrait celui qui vend la jupe, et pourtant c'est celle qui la porte. Du coup, sa bêtise va se montrer dans cette tentative de parallélisme qui rate. De la même manière, on peut interpréter l'énumération différemment, puisque le sujet de la phrase, c'était notre plaisir. Du coup, notre plaisir occupe celle qui porte la jupe, peut être aussi entendu de manière dépréciative pour les femmes qui se vendraient en jupe. Dernier thème de l'énumération, clairement distingué entre deux virgules, et vous. Et vous, du coup, sous-entendu les savants, ceux qui écrivent de méchants livres,
donc qui sont incompétents et qui sont bien payés, qui profitent d'un système qu'ils ne nourrissent pas. Donc on a à travers tout ce discours une critique très violente d'une science qui serait inutile, voire même nuisible aux riches et à la société en général. Je passe ainsi à ma quatrième partie. Les mots dont il est question, ce sont précisément ceux du discours direct qui précédait. La prise de position du fabuliste est clairement énoncée puisqu'ils sont remplis d'impertinence, non seulement parce qu'ils sont violents, méchants, mais aussi parce qu'ils ne sont pas pertinents. Ce qui montre, là encore, la critique que le fabuliste fait de la critique du savoir. La référence au sort, et peut-être du coup à une sorte de destin, va se manifester dans l'inversion finale des deux situations, et la notion de mérite, qui était déjà convoquée par le fabuliste au vers 10, va ici s'expliciter. Elle est la valeur prépondérante. Et du coup, elle s'oppose ainsi au luxe, qui a une apparence de nécessité, mais qui n'est qu'apparence, justement. Au long discours direct de l'homme riche est opposé le silence du lettré, un silence qui n'est pas un silence de bêtise ou d'ignorance, mais qui est justement un silence stratégique. Il avait trop à dire. Le sort dont il était question au vers 30 s'explicite au vers 32. Ce sort, c'est la guerre, qui le venge bien mieux qu'une satire. Ici, on retrouve un comparatif de supériorité qui donne toute son importance à la guerre contre la satire. Non pas que la satire ne soit pas importante, mais parce que la satire n'aurait aucune prise sur la bêtise de l'homme riche. Et c'est justement la bêtise de l'homme riche qui force l'homme lettré à se taire et à laisser les événements le venger. On retrouve là encore un élément intéressant, à savoir que la vengeance n'est pas une action de l'homme lettré, mais quelque chose dont il bénéficie. L'écriture savante se manifeste là encore à travers la mobilisation allégorique de Mars qui représenterait la guerre, et l'histoire se clôt sur la présentation de la situation finale de nos deux personnages, qui étaient présentés dans des vers différents en début de fable, et qui sont ici regroupés par les événements et par l'écriture, l'un puis l'autre vers 3 et 4, l'un et l'autre vers 34, mais cela n'empêche pas qu'ils soient redéfinis par la suite. Cette fois-ci, c'est l'homme riche qui est redéfini. Au début du texte, c'était l'homme savant qui était redéfini en concurrent. Cette fois-ci, c'est l'homme riche qui est redéfini en ignorant. Il resta sans asile avec l'usage de la négation lexicale qui va nous permettre de déduire que l'autre va avoir un asile, justement. Cette situation définitive de l'ignorant étant modélisée par l'usage du passé simple, à valeur achevée. De la même manière, on retrouve toujours le système de parallélisme. Il reçut partout des mépris, l'autre reçut partout quelques faveurs nouvelles. Mais cette fois-ci, ce parallélisme met en valeur le savant plutôt que le riche. Le pronom « cela », qui reprend finalement le sort, la guerre, Mars, montre que ce n'est ni la richesse ni le savoir qui doit honorer ou révérer, mais c'est les situations dans lesquelles se placent le savoir et la richesse, qui permettent de justifier la supériorité finale du savoir sur la richesse. Cette supériorité est explicitée dans la moralité, au vers 39, à travers cette leçon que donne le fabuliste, leçon qui est exprimée à l'impératif, laissez dire les sots. Le fabuliste reprend donc la critique qui était donnée par l'homme riche en l'inversant, le savoir a son prix, même si le savant est pauvre, le savoir a son prix, et donc il est nécessaire de la même manière que les savants sont nécessaires, et cette opposition, finalement, laisse de côté les sots, qu'il s'agirait de laisser parler, de la même manière que le seul personnage qui a parlé dans la fable, eh bien, c'était précisément l'homme riche. On a donc bien une prise de parti finale du fabuliste, en faveur du savoir d'une part, mais aussi en défaveur de la sottise. Comment s'opère le renversement de la critique du savoir ? Pour répondre à cette question, nous avons tout d'abord considéré l'histoire en elle-même, une histoire plaisante qui met en scène la critique du savoir à travers le discours direct et indirect. Et cette critique du savoir occupe dans l'histoire une place centrale, puisqu'elle est précisément la troisième partie sur les 5. C'est aussi une place qui est importante, puisqu'elle occupe 14 vers, soit un tiers de la fable en elle-même.
Par ailleurs, cette mise en scène de la critique du savoir peut aussi se voir à travers le fait que le savant ne parle pas. À aucun moment on ne lui donne la parole, ni au discours direct, ni même au discours indirect, et le seul verbe de parole qui est utilisé, c'est précisément le verbe se taire. Cependant, l'histoire plaisante de la fable aboutit finalement à une moralité qui présente explicitement cette critique du savoir comme une sottise, et qui, de fait, prend le parti du savoir. Cette prise de parti est visible à travers les commentaires ponctuels du fabuliste, à travers toute sa fable, mais aussi et surtout à travers une écriture qui est savante, une écriture qui fonctionne finalement comme un plaidoyer en acte en faveur du savoir et contre la sottise. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter les expansions du nom du vers 17 à 23. On appelle expansion du nom l'ensemble des mots qui viennent compléter un nom en lui ajoutant des informations supplémentaires. On relève 3 types d'expansion du nom: les propositions subordonnées relatives, les adjectifs et les compléments du nom. Je commencerai mon étude par le relevé des propositions subordonnées relatives. Nous avons au vers 21 deux gens qui ne dépensent rien. Qui ne dépense rien est bien une proposition subordonnée relative puisqu'elle est introduite par un pronom relatif qui, et elle complète bien le nom commun Jean. La deuxième proposition subordonnée relative est située au vers 24, celui dont le luxe épand beaucoup de biens. Nous avons bel et bien une proposition subordonnée relative puisqu'elle est introduite par un pronom relatif dont, et ici on a un cas particulier puisqu'elle ne complète pas un nom mais un pronom, en l'occurrence celui. Pour ce qui est des compléments du nom, nous en avons 2 et ils sont tous les deux situés au vers 18, vêtus au mois de juin comme au mois de décembre. Ici, 2 juin et 2 décembre sont bien des noms communs introduits par des prépositions, en l'occurrence 2. Il s'agit donc de groupes prépositionnels et ils complètent chacun respectivement le nom commun mois. Enfin, pour ce qui est des adjectifs, nous en avons 2 là encore. Nous avons l'adjectif nécessaire, ligne 22. Il s'agit d'un adjectif qualificatif et il complète le nom commun homme en étant épithète. Le deuxième est à la ligne 17. Il s'agit de l'adjectif numéral troisième. Numéral puisqu'il vient du numéro 3. Il ne peut pas être un déterminant puisque chambre possède déjà le déterminant là. Il est donc épithète du nom chambre. Enfin, on pourrait confondre les mots loger et vêtu, lignes 16 et 17, avec des adjectifs verbaux qui viendraient des verbes loger et vêtir. Le problème ici, c'est que en réalité, ils ne sont pas totalement des adjectifs puisqu'ils sont des formes passives reliées au sujet il au pluriel par le verbe être. Donc ils sont logés, ils sont vêtus. Du coup, on pourrait les confondre avec des adjectifs verbaux attributs du sujet, mais on est sûr et certain qu'ici ne sont pas comme des adjectifs, puisque est placé sur le même plan grammaticalement le participe présent ayant, qui du coup ici n'est pas adjectif, puisqu'il n'est pas accordé au pluriel, comme le sont logés et vêtus.